Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client organisé par Roam et Assure & Co. Je suis Claire Morel, journaliste spécialisée dans les sujets sur l'expérience client. Et je suis ravie d'animer ce 3e épisode de la saison 2 des rendez-vous de l'expérience client. Dans un précédent épisode, nous avons présenté les résultats du dernier rapport réalisé par Zendesk, Tendance de l'expérience client 2022. Ce dernier pointait les attentes toujours plus pressantes des clients en matière de service client et d'assistance. Et donc, on va pouvoir en parler aujourd'hui dans ce 3e épisode avec les témoignages de 3 acteurs de l'assurance et de la mutuelle, membres de Roam. Et donc, je vais les présenter. On va commencer par la présentation. André S., vous êtes président de Sada Assurance. Élie Toledano, directeur général de AFISK. Et Stéphane Villain, directeur général adjoint de CMMA. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Alors, pour démarrer, je vous propose de faire un petit tour de table, de présenter vos entreprises respectives, et puis, si vous pouviez nous donner déjà votre définition de l'expérience client. Par qui on commence, du coup? Je vais bien démarrer. Allez-y. Donc, Sada Assurance, une société anonyme, mais filiale d'une mutuelle allemande, le groupe DEVK, dont le siège est à Cologne. C'est notre actionnaire depuis 1999. Sada Assurance, en 2021, c'est 180 millions de chiffre d'affaires, 143 collaborateurs, une entreprise à taille humaine, agile et proche de ses clients. En 2019, nous avons pris une nouvelle orientation, au sens où nous étions un généraliste. Nous avons abandonné la branche automobile pour devenir un assureur de niche et de spécialité dans le domaine de l'immobilier, avec un objectif clair qui est d'être la référence des solutions d'assurance pour les professionnels de l'immobilier. Dans ce cadre, nous travaillons avec le courtage, très exactement 560 courtiers partenaires, donc dans une relation B2B. Nos domaines d'activité principaux, c'est l'assurance des copropriétés immobilières, d'habitation et de bureaux, les pertes pécuniaires, qui représentent 25% de notre chiffre d'affaires, la multirisque habitation et la multirisque professionnelle pour environ 7%. Le domaine immobilier, c'est 68% de notre chiffre d'affaires. Alors, l'expérience client, pour nous, c'est assez simple, c'est être à l'écoute de nos partenaires et de satisfaire leurs attentes. Et cela passe par l'excellence opérationnelle. Alors, quand je dis excellence opérationnelle, c'est déjà l'accueil de nos partenaires. Donc, c'est un accueil humain, pas de chatbot, des personnes qui décrochent au bout maximum de 3 sonneries et qui sont en capacité de répondre à la problématique posée. Sur les cas les plus complexes, et les transferts sur des gestionnaires plus spécialisés. Le deuxième point, c'est des outils numériques, digitaux, donc mettre à disposition de nos partenaires des outils qui soient adaptés, fonctionnels, ergonomiques et qui correspondent à l'attente de l'expérience client. Et puis le troisième, puisque nous sommes dans l'assurance, c'est avoir une offre assurantielle qui réponde là aussi aux attentes des clients de nos partenaires. Donc c'est déjà une offre standard, mais pour nous, ce qui doit nous différencier et ce qui nous différencie, c'est la capacité à personnaliser l'offre et aller jusqu'à la co-construction de l'offre, c'est-à-dire on monte le contrat avec le partenaire, bien sûr dans la mesure où il y a du potentiel. Alors Stéphane Villain, est-ce que vous pouvez nous présenter CMMA et nous donner votre définition de l'expérience client ? Oui, donc CMMA Assurance, on va bientôt fêter nos 250 ans. Donc champenoise depuis 1774. Donc on est très fiers, effectivement, déjà de cette ancienneté, puisque c'est la mutuelle la plus ancienne encore en activité en France. Voilà. On est donc une mutuelle locale, basée en Champagne. On est sur un territoire donc de quelques départements, ce qui fait notre spécificité. On est sur des marchés, donc des particuliers, des professionnels, agri, viti, et aussi sur le marché des collectivités. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est 17 000 sociétaires, c'est à peu près 10 millions de chiffre d'affaires et c'est 40 collaborateurs. Voilà. Donc voilà dans les grandes lignes notre mutuelle. Maintenant, l'expérience client.
Très simplement, on est mutualiste. Donc déjà, nous, on ne parle pas de client, on parle de sociétaire. Donc voilà, donc je vais parler parfois d'expérience sociétaire et pas d'expérience client, mais c'est la même chose, sauf qu'un sociétaire, pour nous, c'est plus qu'un client. Voilà, donc ce point-là. Donc avant tout, c'est les valeurs mutualistes. Donc je vais en citer quelques-unes, hein, c'est la proximité, la solidarité, la confiance. Donc c'est ça qui nous anime aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on veut une expérience donc sociétaire la plus proche de nos valeurs. C'est en deuxième lieu un principe de base qui est le client doit être au centre de nos préoccupations. Donc on fait en sorte, un exemple très très concret, c'est qu'on essaye de se mettre toujours à la place du client. Je demande toujours, moi, à mes équipes, de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, si j'étais à la place de mon sociétaire, je serais content de l'expérience que je lui fais vivre. Voilà. Donc c'est un peu notre philosophie. Voilà. Donc à partir de là, c'est déjà pas mal. Si on arrive à faire tout ça, on est déjà très très content. C'est déjà un beau challenge. Voilà. Elie Toledano. Bien, bonjour. Alors en effet, je suis le troisième à parler. Donc Elie Toledano, je suis directeur général de AFI-SK. AFI-SK est une société anonyme aussi, ce n'est pas une mutuelle, qui a été fondée en 1923 à Strasbourg et dont la particularité réside dans l'actionnariat. C'est toujours le même depuis 1923, donc on a 99 ans et nous sommes dans notre 100e année. Alors c'est la famille Burrus qui a fondé cette mutuelle avec d'autres familles alsaciennes à l'époque, mais aujourd'hui la société est détenue pour l'essentiel, l'écrasante majorité, par la famille Burrus. Donc c'est là, voilà, c'est la quatrième génération qui détient la société. Alors elle est basée à Strasbourg. Il y a aussi un établissement à Lille parce qu'au départ, ça ne s'appelait pas AFI-SK, ça s'appelait SK, Est Capitalisation. Et puis dans les années 2000, Est Capitalisation, donc l'ESK a racheté une société qui s'appelait AFI Europe et qui était basée à Lille et dont le métier c'était l'assurance emprunteur. Et donc aujourd'hui, SK, AFI Europe, ça a fusionné, ça s'appelle AFI-SK avec deux établissements. Le siège social est à Strasbourg, historique, quai Kléber, donc c'est très très beau. J'invite tout le monde à venir à Strasbourg. Et avec un deuxième établissement à Lille, nous faisons 290 millions d'euros de chiffre d'affaires répartis sur 3 métiers. Le premier, c'est l'assurance emprunteur en délégation, donc la délégation d'assurance qui fait beaucoup l'actualité actuellement. Depuis un petit moment, mais là c'est particulièrement prégnant, on y reviendra peut-être. Le deuxième métier, qui est le métier historique de l'ESK, donc S Capitalisation, donc ce sont des contrats d'assurance vie et de capitalisation, euro et multisupport. Et le troisième métier, à ne pas oublier, c'est l'assurance des frais d'obsèques, voilà, que nous distribuons au travers de réseaux de pompes funèbres. Ça, c'est pour la partie française, mais AFI-SK s'est aussi développé à l'international et agit maintenant dans 2 pays frontaliers. Le premier, c'est la Belgique. On peut comprendre pourquoi avec la proximité lilloise, pays dans lequel nous avons une succursale qui ne pratique que l'assurance emprunteur en Belgique. Donc il y a une succursale, AFI-SK Belgique. Une seconde succursale existe à Milan, donc en Italie, et fait aussi de l'assurance emprunteur sur ce marché italien. Et puis enfin, tout récemment, ce n'est plus une filiale, mais maintenant une cousine. Une société a été créée au Luxembourg, AFI-SK Luxembourg. Donc un groupe qui se développe, qui est fier de ses racines et qui se développe sur ces 3 métiers-là. Alors en termes d'expérience client, je vous dirais que comme nous sommes une société qui s'adresse via des courtiers, donc quand on pense client, on pense courtier, on pense client, on pense courtier, parfois on ne sait plus exactement à qui on parle, mais on est tout le temps avec ce prisme-là de l'intermédiation, parce que nous respectons beaucoup nos courtiers, ils ont un certain nombre de prérogatives, de droits, d'obligations, de devoirs, et donc l'expérience client, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils rentrent quand ils rentrent en relation avec nous, lorsqu'ils nous contactent, lorsqu'ils font des affaires, eh bien, ce soit le plus simple et facile et fluide possible pour eux. Pour les clients, c'est aussi exactement la même chose, sachant que les courtiers étant leurs mandataires, nous ne sommes pas censés être en direct avec eux, mais ça peut arriver au moment des sinistres et pour n'importe quel autre moment de la vie des contrats. Et là aussi, l'idée, c'est d'être à la place des clients. Comment on fait pour leur faciliter la vie? Certes, ça passe par des outils digitaux, mais le digital, c'est pas tout. Et j'emploierai pas ce mot-là de néologisme qu'on entend de figital. Mais en tous les cas, moi, j'attache une grande importance au téléphone, et notamment à l'émotion qu'on met quand on décroche le téléphone, que ce soit pour un client, que ce soit pour un courtier. Les gens n'appellent pas parce que tout va bien. Ils ont un souci. C'est pas forcément un mécontentement.
Et mon travail, et donc le travail de toutes les équipes, c'est de résoudre les soucis au mieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Très bien. Alors, dans chacune de vos entreprises, vous avez différents interlocuteurs et vous le signaliez justement, il y a des courtiers, des clients directs, des clients indirects qu'il faut tous servir. Comment s'organisent vos services pour répondre justement à ces besoins-là, André? Ma première réponse, c'est de dire nous sommes tous commerciaux au sein de l'entreprise. Alors bien évidemment, il y a des services dont c'est le métier d'être en relation, notamment avec nos partenaires courtiers. Donc on a le service relations clients qui s'occupe donc de l'accueil, c'est la vitrine, et ceux qui prennent les premiers appels. Après, nous avons un service développement réseau, dont la mission est la formation des collaborateurs dans les cabinets de courtage, mais également tant sur les outils que sur l'offre produit. Et puis il y a bien sûr le corps de l'inspection. Nous avons 9 régions commerciales en France. Il y a à la tête de chacune d'entre elles un inspecteur commercial, donc qui est notre représentant, et dont la mission est d'être proche, d'animer l'ensemble de ce réseau, et puis être le lien entre la compagnie et le terrain. Stéphane Villain, même question. Comment s'organisent vos services justement pour répondre à toutes les populations auxquelles vous avez affaire? Donc, effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, on fonctionne donc en agence de salariés, sans intermédiaire, et on est mutualiste. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe, c'est nos valeurs. Et donc, je vais prendre quelques illustrations, je vais donner quelques illustrations, quelques exemples. Pour la proximité, par exemple, la proximité, c'est évidemment, toutes nos équipes sont en local. Il n'y a pas d'équipes qui sont très très loin de la Champagne. Elles sont toutes en Champagne. On a des agences qui sont ouvertes du lundi matin au samedi midi. Donc avec des plages horaires qui sont les plus larges possibles, ce qui permet à nos sociétaires de venir quand ils le souhaitent. Et puis, s'ils préfèrent le téléphone, le mail, aucun souci, on propose les mêmes services par téléphone ou par mail, ou aussi à travers leur espace sociétaire. Donc voilà, la proximité, nous, c'est effectivement déjà la première valeur qui nous paraît essentielle. Ensuite, on a la confiance. Aujourd'hui, alors on a de plus en plus de personnes qui préfèrent traiter par téléphone ou par mail. Il y a l'effet Covid, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, je dirai un petit mot là-dessus. Mais on a effectivement des personnes qui nous appellent. Pas de plateforme téléphonique, aucune plateforme téléphonique, j'y tiens. On n'a que des lignes directes ou et puis des interlocuteurs dédiés. Donc ça, nos sociétaires adorent. C'est vraiment aussi quelque chose qui nous différencie. Et puis, quand ils viennent en agence, nos conseillers commerciaux prennent du temps pour leur expliquer les contrats. Ça paraît évident, mais c'est plus tout à fait partout de la même façon. Donc on prend du temps pour expliquer les garanties, pour expliquer le tableau de garantie. Ce qui fait qu'on a même des sociétaires parfois qui parlent de leurs conseillers en les prénommant, en les appelant par leur prénom. Et puis, quand il y a pas... au moment du sinistre, en fait, il n'y a pas de surprise, puisqu'ils ont été bien briefés sur leur contrat. Voilà. Et puis, un dernier point, pour ne pas être trop long par rapport à ça, ce qui est aussi très important pour nous, c'est la reconnaissance de la fidélité. On a tout un dispositif pour reconnaître la fidélité de nos sociétaires. Alors ça va de ristournes qu'on peut faire dans le monde des mutuelles à des principes de bonus d'or. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on essaye de valoriser les sociétaires qui sont chez nous depuis longtemps, qui ont aussi aucun sinistre. Et voilà, donc ça c'est vraiment important pour nous. C'est ça l'expérience client. Et Élie Toledano, du coup, vous avez donc des courtiers, les clients vos clients, mais les clients de vos courtiers. Comment vous organisez pour répondre à ces deux populations-là? Alors, je vous rassure, Claire, on n'est pas schizophrène. Tout va bien. Alors, plus sérieusement, qui contacte la compagnie? En premier lieu, les partenaires, les courtiers. Donc, il y a en effet un service dont la fonction est bien de répondre aux demandes, aux partenaires et aux courtiers, évidemment, mais toute demande. Alors,
Il y a peut-être un élément très important qui est spécifique, je pense, à notre activité, qui n'a pas été dit, c'est la spécialisation des interlocuteurs. C'est certes un service unique, mais vous avez compris que la société était sur 2 sites. Lille, historiquement, pour l'emprunteur, Strasbourg pour l'épargne et les obsèques. Et donc, en fait, les appels, quand ils sont dirigés vers la compagnie, tombent sur, quand c'est de l'emprunteur, c'est plutôt à Lille, et quand c'est plutôt de l'épargne et des obsèques, plutôt à Strasbourg. Et ça, c'est très important parce que les collaborateurs lillois qui s'occupent du courtage, donc emprunteurs, sont des passionnés. Ils aiment ça, c'est leur vie. Et ça s'entend, ça se voit au téléphone, et je vous dirais exactement la même chose des collaborateurs strasbourgeois sur la partie épargne et obsèques. Donc, on essaye de servir nos intermédiaires avec le plus de, je dirais, d'émotion et de joie quand on les prend au téléphone, parce qu'on sait que c'est jamais, encore une fois, pour nous dire des bonnes choses. En général, les gens appellent pas, ils ont du temps, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est le premier élément, donc un service qui est dédié, mais avec de fortes spécialisations, alors des capacités de basculement en cas de surcharge d'un côté ou de l'autre, mais ce qui est vraiment important, c'est la compétence et la spécialisation des interlocuteurs au téléphone. Alors quand ce sont des clients maintenant, ce ne sont pas les mêmes services qui répondent. Il y a une autre cellule qui s'occupe des clients, et ce sont bien souvent des demandes qui ne peuvent pas être traitées via des interfaces web qu'on a développées. Donc on sait que c'est pas simple. Voilà. On sait que quand un client appelle, c'est qu'il s'en sort pas sur le web. On ne peut pas tout faire sur le web. J'y crois pas. Et les gens ont besoin d'avoir des relations humaines. Voilà, le Covid nous l'a bien rappelé. Et donc là, on a aussi des interlocuteurs dédiés, que ce soit en termes de frais d'obsèques et d'épargne, ou d'emprunteurs aussi. Mais on ne parle pas à un client comme on parle à un courtier. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en général, ils n'appellent pas du tout pour la même chose. Donc il faut avoir aussi des compétences et des attitudes qui sont adaptées en fait à nos interlocuteurs. On traite des mails. Le mail est un outil qui marche bien. Donc là, c'est une cellule dédiée. Puis on a fait des expériences avec des chatbots. À un moment, c'était la mode. Et en fait, vous apercevez que c'est la mode, mais que c'est pas concluant. Alors c'est intéressant de se demander pourquoi. Parce que c'est très simple. Quand vous avez des gens qui sont heureux de décrocher le téléphone et de rendre service et de dépanner, de conseiller quelqu'un au téléphone, il ne va pas appeler un chatbot, il préfère parler, il se sent mieux, quoi. Un humain, ça parle à un humain, quoi. Ça ne parle pas à un robot, quoi. Donc la proximité, elle se ressent aussi au téléphone, et la façon dont on rédige des mails aussi, ça c'est extrêmement important, mais on y viendra peut-être après. Tout à fait. Effectivement, il y a la notion on le ressent souvent quand on échange avec des membres de ROAM, il y a vraiment une notion de proximité, d'échange humain qui est assez prégnante. Qu'il est peut-être un peu moins dans d'autres secteurs. En tout cas, ce qu'on retrouve souvent un peu partout, c'est qu'au fil des années, les clients sont de plus en plus exigeants. Ils ont des attentes de plus en plus fortes. Et je voulais savoir comment vous le percevez dans vos entreprises respectives et quels sont vos projets d'amélioration justement pour répondre à ces attentes. Alors effectivement, la pression est de plus en plus forte, les exigences de plus en plus élevées. Et quasiment le critère le plus important aujourd'hui de nos partenaires, c'est la réactivité, la capacité à pouvoir répondre dans des délais qui soient, j'allais dire, les plus courts possibles. Donc, alors comment on peut répondre? Nous, on appelle ça à travers l'excellence opérationnelle. Donc ça passe en premier lieu déjà par les collaborateurs. C'est former nos collaborateurs tant sur des compétences techniques, mais aussi de savoir-être. Donc être dans l'empathie, être dans l'écoute et savoir recevoir des appels qui ne sont pas toujours faciles. Comme le disait notre confrère, ils n'appellent pas toujours pour dire que c'est bien, mais au contraire, il y a une attente ou des fois une pression qui est forte. Donc des collaborateurs formés, des outils qu'on met à disposition de nos collaborateurs qui permettent d'identifier très rapidement à qui j'ai affaire et comment je peux lui répondre de la meilleure façon possible. Et puis vis-à-vis de nos partenaires, c'est d'avoir un outil qui soit adapté, c'est-à-dire qui soit ergonomique, facile d'utilisation, qui ait de multiples fonctionnalités, qui lui donne à lui-même cette autonomie qui lui permet de rendre le meilleur service à ses propres clients.
puisque le client appartient juridiquement au courtier et non à la compagnie. Alors nous, que faisons-nous pour, pour être dans l'amélioration continue, hein, parce que c'est là, dans ce sens que nous travaillons, l'amélioration continue. Alors nous menons régulièrement des enquêtes auprès d'un panel de nos partenaires qui ont accepté de faire partie de ce panel, et on leur pose des questions par rapport à une offre que nous voulons mettre sur la table, et puis ils nous répondent, bah oui, c'est pertinent, ça l'est pas. Je donne un exemple concret. On les avait interrogés si une offre caution pouvait les intéresser. On nous a répondu massivement que oui. Dans ce cadre-là, nous avons demandé auprès de notre organe de contrôle, la CPR, l'agrément de la branche 15. Et dans quelques temps, nous allons sortir une offre caution, donc qui va permettre de répondre à une nouvelle exigence du terrain. Et puis on a un deuxième élément, deuxième outil, c'est 2 baromètres de satisfaction annuels que nous adressons là aussi à nos partenaires. Et puis ils jugent l'ensemble de nos services sur la qualité de ce service, comment il est rendu, dans quel délai. Et là aussi, c'est des inputs pour nous et qui nous permettent de les intégrer dans nos plans d'action et de nous améliorer, comme je disais à l'instant, de façon continue. Très bien. Stéphane Villain, comment justement vous mettez en place des projets d'amélioration pour répondre aux attentes de vos clients qui sont, j'imagine, toujours plus importantes? Tout à fait. Donc déjà, effectivement, on part d'un constat très clair qui est que nos sociétaires, pour certains, ont changé leur comportement. Je vais donner un exemple très très concret, c'est qu'on a constaté un flux physique en agence qui a baissé depuis quelques années, mais plus fortement avec le Covid. Et donc, en contrepartie, on a eu plus de téléphones, plus d'appels téléphoniques, plus de mails. Voilà. Donc, sur ce point-là, on s'est dit, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on travaille, puisque on a donc du coup développé plus de services, plus de personnes, plus de plages horaires pour effectivement traiter les téléphones, les coups de téléphone, traiter les mails. Pour autant, aujourd'hui, on se rend compte en plus qu'il y a eu cet effet Covid, mais que cet effet Covid, il dure dans le temps. C'est-à-dire que comme nos sociétaires nous ont appelés, nous ont envoyé des mails et que ça a plutôt bien fonctionné pour eux, du coup, ils ont envie de continuer. Et donc, contrairement à ça, ça nous oblige à sortir de l'agence. On a déployé des solutions pour dire, on a des flux physiques qui baissent en agence, donc on va aller au-delà de l'agence, au-devant de nos sociétaires, pour les rencontrer dans leur parcours de vie, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ils aiment encore quand même le contact humain, hein, donc il ne faut pas croire. Donc ils viennent quand même si aujourd'hui on a développé des outils digitaux de la signature électronique, l'espace sociétaire où on peut faire encore plus de choses, etc. à distance. Mais il y a certaines choses, ils aiment encore le contact humain. Donc ils sont plus exigeants parce qu'ils se renseignent sur Internet et ensuite ils viennent en agence. Ils ont plutôt fait un choix. Donc quand on sait qu'ils viennent, ils sont plutôt prêts à signer et ils demandent plus de professionnalisme. En fait, ils posent plus de questions, tout simplement. Et nous, ça nous va bien, parce que ça a toujours été notre credo, pour le professionnalisme, donc l'accompagnement. Donc, c'est bien en ligne avec ce qu'on souhaite faire. Évidemment, donc, on a développé des outils digitaux. Un point qui est très important, c'est qu'on pense quand même que l'humain et le comportemental va faire, dans les années à venir, plus de différence. On a, sur le marché des particuliers, des produits qui sont de plus en plus standards. Donc aujourd'hui, la différence, elle se fait plus sur le produit, elle se fait plus sur le tarif, encore que, mais voilà, elle se fait sur le comportement, la relation humaine. Pour moi, c'est essentiel, la relation humaine. S'ils se sentent en confiance, ça va effectivement beaucoup mieux se passer. Donc, on a, sur ce plan de formation 2022, on a vraiment mis le paquet, entre guillemets, sur les formations auprès de nos conseillers commerciaux pour le comportemental, sur la relation humaine.
Voilà. Et puis, évidemment, comme ils sont plus exigeants aussi, ils veulent plus de réactivité, on l'a dit tout à l'heure, on est en train de développer nos outils digitaux pour être plus réactifs sans être allé sur des chatbots. On n'a pas encore testé. Voilà, j'écoute avec beaucoup d'attention mon voisin. Voilà, voilà un petit peu aujourd'hui ce qu'on essaye de faire pour suivre les comportements d'achat qui changent de nos sociétaires. Alors, même question, du coup, est-ce que vous avez observé justement des clients, des courtiers peut-être aussi plus exigeants, plus en demande, et comment vous y répondez? Alors, clairement, les clients de 2022 sont plus exigeants que ceux de 2015, 2012. Il n'y a aucun doute dessus, et je pense que ça a été très bien dit par mes confrères. Il y a plus d'informations, plus d'Internet, donc les gens, ils se renseignent plus. Donc forcément, il y a plus d'interactions, forcément, ils sont plus exigeants. Après, il y a une hausse de l'exigence qui est liée qu'on est de plus en plus, entre guillemets, je déteste les anglicismes, mais on est de plus en plus benchmarké. Bon, alors, la part de ce qu'on peut appeler les avis vérifiés sur le web, ça mine de rien, ça induit des comportements d'achat, même quand on passe par des courtiers. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait pour... Quel outil on a mis en place? Donc, on est sur avis vérifié et on suit ça comme le lait sur le feu. Et c'est une approche qui n'existait pas il y a 10 ans. C'est un métier qui n'existait pas il y a 10 ans, voilà. Maintenant, il faut s'adapter à son temps. Alors après, quand on parle de relations clients, ça peut faire penser à des standards assez simples, de taux de décroché, de délai de réponse. Alors tout ça est évidemment suivi, mais moi, ce qui m'importe, c'est la qualité des réponses que l'on apporte à nos clients et la façon dont c'est dit et rédigé. Alors, rédigé, je pense pas être forcément vieille France, mais j'attache beaucoup d'importance à ce qu'on écrive en français. Alors, quand on parlait de formation, bien voilà, il y a un certain nombre de collaborateurs qui ont suivi la formation Voltaire pour réapprendre ou pour consolider quelques bases de français, parce que c'est pas parce que les clients vous écrivent par mail que vous leur répondez par mail, mais le mail, il doit être sans aucune faute, parce que c'est d'une certaine façon l'image de la compagnie que vous véhiculez. Que ce soit pas à l'écrit ou que ce soit à l'oral, il faut que ce soit parfait. Donc il y a de l'exigence par rapport à cela, donc de la formation, ou de la reformation, de la reconsolidation, parce qu'évidemment, on vit de plus en plus dans une société où on commence des phrases, on les finit pas, on n'accorde plus rien, bon, voilà. Certes, on croit se comprendre, mais moi, je tiens beaucoup à cela. Après, ça c'est général vis-à-vis des clients, des courtiers, mais comme je disais tout à l'heure, il faut personnaliser, et donc la formation, elle passe aussi par une bonne connaissance des contextes juridiques, réglementaires concernant les courtiers, concernant le droit du contrat ou les garanties pour les courtiers et pour les clients, les prix. Enfin, quand on refuse une garantie, on ne peut pas dire non parce que CF l'article Tartampion. Non, on explique pourquoi, on passe du temps. Et en général, on observe que les clients ne résilient pas forcément parce que vous leur refusez une garantie si vous leur expliquez. Enfin, c'est quelque chose sur laquelle il faut se battre. Il y a un droit du contrat qui existe et le boulot des conseillers, eh bien, c'est de l'expliquer, de le faire vivre. Le faire vivre, c'est aussi la responsabilité des inspecteurs ou des délégués régionaux, comme on les appelle. Je ne vais pas parler des forces commerciales, mais il y a une quinzaine de délégués régionaux qui sillonnent la France et qui animent des réseaux de courtage. Et donc, en termes d'expérience client, ils en sont à l'origine, parce que c'est eux qui proposent les outils et les services, les produits que met à disposition la compagnie au profit des courtiers. Donc, eux aussi, on attache beaucoup d'importance à leur formation, à leurs compétences, à leur savoir-être, à leur paraître. Enfin, c'est clé. Puis, dernier point, je l'ai dit un petit peu, on a développé pas mal d'outils digitaux. Donc, on est effectivement sur avis vérifié, ça, c'est extrêmement important. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut faire du digital pour faire du digital parce que c'est la mode? Alors, c'est sûr que si vous en faites pas aujourd'hui, c'est pas top. C'est pas top. Maintenant, il faut en faire intelligemment et il faut en faire là où il y en a vraiment besoin. Et il y a des domaines de l'assurance et de la relation client où il ne faut pas en faire et d'autres où il faut en faire. Donc,
C'est pas évident. Enfin, moi, je crois beaucoup à l'expérience et je crois assez peu aux poncifs de cabinets divers et variés. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de faire des post-mortem après tel service déployé sur le web. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. C'est quand on se trompe qu'on apprend. Alors, faut apprendre beaucoup en se trompant le moins possible, mais il faut pas craindre ce genre de choses-là. Et donc, effectivement, on systématise aujourd'hui des post-mortem, des retours d'expérience. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et parfois, ça marche pas à cause d'un petit détail. Et puis c'est très simple à améliorer, ou parfois on s'est trompé, ça peut arriver, c'est pas un drame. Et justement, si on se développe, c'est parce qu'on fait plutôt les choses de manière intelligente et réfléchie. Alors vous avez un petit peu anticipé ma question. Désolé. Non, il n'y a pas de souci, au contraire, ça va lancer justement le sujet. On se rend compte, et on ne le voit pas que dans le secteur de l'assurance, que tout l'enjeu est de trouver justement un savant mélange entre le digital et l'humain. Le digital pour l'autonomie, le self-care, la gestion d'actes simples et l'humain pour les opérations plus forte valeur ajoutée, les moments clés du parcours client, comme la gestion de sinistres par exemple, mais aussi justement la notion de proximité dont vous avez déjà parlé, messieurs. Alors, quelle est votre vision à ce sujet? Quelle est, selon vous, la bonne balance justement entre digital et humain? Alors, le digital a son intérêt pour tout ce qui est, dans le cadre de nos opérations, tout ce qui est à faible valeur ajoutée. Hein, c'est-à-dire travailler sur des informations qui n'ont pas de valeur particulière. Donc je pense que là, c'est le numérique qui va prendre sa place. Pour toutes les questions complexes, ben, c'est plutôt, je pense, le rôle de l'humain. Et là, c'est vrai, la vraie richesse que peut donner l'entreprise, c'est dans ce cadre-là, permettre d'une part, à travers les outils numériques, de résoudre tout ce qui peut être industrialisé, donc les choses simples, le plus complexe doit revenir à l'humain. Et je pense que c'est là qu'on a la véritable valeur ajoutée, et c'est ce que attendent de nous les clients. Alors c'est vrai qu'ils s'adressent aujourd'hui principalement à nous à travers les mails, le téléphone. Bon, ben là, effectivement, il faut des réponses adaptées, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, à travers notamment le service relations clients. Et sinon, bon, les outils que nous proposons, puisque nous travaillons avec des courtiers, ben eux cherchent à avoir le maximum d'autonomie. Donc là, pour nous, c'est à travers l'extranet. Et en leur donnant à eux aussi un maximum d'informations, des rubriques spécialisées, par exemple, sur les parties juridiques, leur permettre, par exemple, comment on peut monter une opération commerciale, quels outils commerciaux vous pouvez utiliser. Donc on a plein de fonctionnalités de ce type, en dehors des fonctionnalités de base, qui permettent là aussi d'enrichir la relation client. Donc, le numérique, c'est bien, c'est incontournable, mais le tout numérique n'a pas son sens non plus. Et puis pour nous, comme je crois les confrères l'ont également exprimé, ce qui est important, c'est la confiance qu'on a pu établir avec nos partenaires. Et pour ça, il faut de l'humain. Et l'humain, ben, c'est des rencontres, c'est arriver à s'expliquer, à se comprendre, et quels sont les besoins des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à, d'une part, à les fidéliser, et faire en sorte ben, qu'on connaisse un développement qui soit maîtrisé et rentable. Alors justement, Stéphane Villain, quelle est votre vision par rapport au digital, l'humain? Quelle est la place de l'humain et du digital au sein de votre société? C'est une grande question. Alors, oui, vous avez raison. Il y a les deux ingrédients principaux qui sont l'humain et le digital. Alors, je vais faire une petite métaphore par rapport à la cuisine. Tout est dans le dosage entre les deux principaux ingrédients. Donc, alors moi, je crois énormément, vous l'avez compris, je pense en l'humain. Donc, effectivement, j'aurais tendance à mettre beaucoup d'humain et un peu de digital, mais je pense qu'en fonction de la situation, en fonction de la démarche, en fonction, effectivement, du public, voilà, il y a à mettre plus ou moins de digital. Tout est dans le dosage entre les deux. Moi, ce en quoi je crois, avant tout, c'est que l'expérience client idéale, c'est celle qui va être simple, rapide, on parlait de réactivité, rapide, et surtout personnalisée. Et donc, à partir de là, quand on reprend ces trois termes, on voit bien qu'il faut des deux.
Dans la personnalisation, il faut peut-être plus d'humains, évidemment. Ça va être plus difficile à travers les outils digitaux. Et dans le simple et rapide, il faut certainement peut-être du digital. Donc, une fois qu'on a ces 3 qualificatifs et qu'on a les situations, il faut travailler chaque situation et essayer de trouver le bon dosage. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Aurélie Toledano, vous nous avez déjà donné quelques éléments de réponse. Mais peut-être que le digital, finalement, pour les courtiers, ça peut être une bonne chose. Alors, non ? C'est une excellente chose quand c'est intelligemment pensé et construit. Et alors, je vais juste prendre quelques secondes pour l'expliquer. Pourquoi on parle de digital aujourd'hui ? Parce que le web, ça existe depuis quand même une 30aine d'années, quoi. Bon. Le digital, ça fait penser à 2 choses. Ça va vite. 3 choses. Ça va vite, c'est du 24-24, 7-7. Et ça, dans l'esprit des gens et dans nos esprits, ça supprime le papier. Mais en fait, ça supprime le papier, ça supprime la ressaisie d'informations qui sont saisies à un endroit donné. Donc en fait, il faut penser les services digitaux vis-à-vis des courtiers comme étant des accélérateurs, comme des gains de temps. On évite de la ressaisie, tant dans le cabinet que dans la compagnie. Donc ça, c'est l'aspect simplicité et rapidité. Ça, c'est évident. Vis-à-vis des clients, ils demandent quoi, les clients ? Ils cliquent, ils vont sur les sites leurs espaces, mais ils vont rarement aux heures de bureau. Ils font ça chez eux entre midi et 2, éventuellement le soir. Donc, il faut trouver les moyens de leur donner leur information. Donc là, 7-7, et en général, en dehors des heures de travail. Donc, le digital, pour ça, c'est très bien. Après, quand on parle de services, on parle souvent de services digitaux. Effectivement, des fonctionnalités. On enrichit nos interfaces web, nos extranets. Ça, c'est très bien. Donc, ça facilite et ça va vite. Alors après, il y a des services qui ne sont pas digitaux et qui vont vite et qui facilitent la vie des gens. Je vais juste en prendre un. On a Assurance Emprunteur, une loi qui est passée là, qui permet de résilier les contrats en général souscrits auprès des banques maintenant à tout moment, dans quelques semaines maintenant. Donc c'est pas mal de paperasse. Donc là, quand vous entendez paperasse, vous pensez digital, parce que ça va faciliter la vie. En effet, le digital peut apporter. Mais il y a une certaine limite, parce que lorsque vous voulez faire cette opération, même quand le courtier s'y prend, il a en face de lui un banquier. Il a beau vous paraître digital, le banquier, il sait recréer de la paperasse quand il faut faire preuve de mauvaise foi. Et là, contre de la paperasse, vous êtes obligé de mettre des gens en face qui sont des sachants, qui sont bien formés, qui savent écrire, qui savent répondre, qui ont des arguments. Et ça s'automatise pas. C'est pas des interfaces web, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'émotion, de la connaissance, bref, c'est de l'humain. Donc, je dirais que l'alliance entre les deux, elle est indispensable. Le digital, ça doit faciliter les choses, ça doit éviter des ressaisies qu'on a beaucoup connues, ça doit éviter des erreurs, ça doit permettre des actes simples. Mais en même temps, on a un côté humain qui doit lui aussi monter en compétences, parce qu'on est dans un marché de plus en plus concurrentiel et dont les attentes augmentent. Donc c'est comme ça que je vois le sujet, la part. Mon confrère précédent avait raison, c'est une question de dosage et c'est pas toujours évident à trouver. Mais on y arrive. Tant mieux, tant mieux. Merci. Alors, une dernière question avant de clore cet épisode. Quelles sont vos priorités, vos projets en matière de service client, d'expérience client pour les mois, années à venir ? Alors nous, on va continuer à utiliser nos recettes, puisqu'on parlait de cuisine. Les recettes que nous connaissons et qui ont fait leurs preuves, c'est continuer à rester proche de nos partenaires, de nos courtiers, de les écouter et d'essayer de satisfaire leurs besoins. Donc, en sens que je dis toujours en interne à l'ensemble des collaborateurs, focus client. Alors, mais pour arriver à donner cette satisfaction, ça passe par un certain nombre de points que j'ai déjà pu évoquer. Pour les collaborateurs déjà, c'est un travail permanent de formation, tant sur des compétences techniques, de savoir-être, pour continuer à garder ces valeurs qui sont les nôtres de proximité. C'est continuer à travailler sur les outils pour industrialiser, pour les soulager de tout ce qui peut l'être à travers les outils et leur permettre de se focaliser et apporter de la valeur ajoutée.
Et puis, je dirais aussi, c'est préparer l'avenir, c'est anticiper les besoins de demain et innover sur nos branches d'activité sur lesquelles nous souhaitons nous développer. Stéphane Villain, vos projets, vos priorités Alors, nos projets en termes d'expérience sociétaire, ils vont rassembler, en synthèse, ce que je vous ai un peu dit à travers les différentes interventions, plusieurs choses. Donc déjà, nos valeurs. On a toujours cette... voilà, c'est notre cap. Ensuite, évidemment, on a un deuxième point qui est ce que je vous expliquais sur l'expérience client idéale pour nous, qui est rapide, simple et personnalisée. Donc, on va travailler la formation des collaborateurs, le professionnalisme des collaborateurs, parce qu'on continue à mettre de l'humain, on continue à miser et à penser que c'est ça qui fera la différence demain. Et évidemment, on travaille le développement des outils digitaux, parce que, comme je l'ai dit aussi, pour que ça soit simple et rapide, il faut des interventions, effectivement, de la machine, entre guillemets. Et donc, on investit. On a un budget d'investissement sur ces outils digitaux donc dans l'avenir. Et puis, il y a une troisième phase qui est, en plus de l'investissement sur les outils et de l'investissement dans la formation, c'est aussi travailler la démarche, les processus, pour essayer à chaque fois, encore une fois, on se met à la place du client et on essaye de trouver soit les freins, soit les irritants, pour essayer d'améliorer son expérience. Voilà. Et le mot de la fin pour vous, Edith Toledano? Je pourrais reprendre à mon compte tout ce qui vient de se dire, donc je ne vais pas répéter. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient de se dire, mais j'y ajouterai deux touches personnelles. On va continuer à enrichir les services, nos extranets partenaires et nos espaces clients, on va les enrichir. On sait dans quelle voie il faut aller. Donc ça va être un projet. Enfin, ça va nous engager sur plusieurs années, c'est pas voilà, et je suis convaincu que si je reviens dans un an, on aura eu 10 000 idées nouvelles et 9 500 qu'on aura rejetées. Donc on est en réflexion et en amélioration continue. Et puis si je voulais vraiment insister sur un point, c'est que on a des métiers réglementés et de plus en plus réglementés. Et plus on met de la réglementation, le législateur pense que c'est protecteur des intérêts des clients. Moi, j'ai un avis assez contraire à cela. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des réglementations. On est dans un environnement qui complexifie de plus en plus les choses. Et tout l'enjeu de demain, c'est que les clients, ce soit toujours plus simple pour eux, alors qu'on nous demande toujours plus de complexité. Et c'est un vrai enjeu qui n'est pas simple à adresser. Et ça, c'est ce qui va aussi guider mon action au sein d'AFI-SK. Que l'assurance soit la plus simple pour nos clients et qu'ils ne perçoivent pas la complexité qu'on est obligé de déployer pour répondre à toutes nos obligations. Très bien. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cet épisode. Nous arrivons à la fin de cette deuxième saison des Rendez-vous de l'expérience client. Alors, vous pourrez retrouver l'intégralité des épisodes sur le site d'Assurenco. Et puis moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une troisième saison. Au revoir.